Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce troisième cours sur la motilité collective. Donc aujourd'hui, nous allons parler surtout de durotaxie, qui est un mode de guidage mécanique. Et en partant des aspects à l'échelle individuelle, on va évoluer vers les aspects collectifs. Mais le thème sous-jacent aujourd'hui sera bien la continuation du thème du guidage mécanique des cellules en se concentrant sur les phénomènes en deux dimensions. Donc, en résumé de la dernière fois, on avait commencé à voir les phénomènes de guidage mécanique en deux dimensions, en trois dimensions, et en raison de la nature proprement mécanique de la motilité cellulaire, on avait vu qu'il était assez sensé d'imaginer que la cellule utilise les données mécaniques de son environnement, qui sont de nature différente lorsque la cellule navigue en deux, en trois dimensions, pour en décoder une information qui lui permette, dans certaines situations, de potentiellement se guider en suivant les paramètres de l'environnement. Alors bien sûr, ces systèmes sont généralement étudiés in vitro pour commencer. On aura à cœur, notamment aujourd'hui et encore plus la prochaine fois, de voir comment in vivo, dans les situations physiologiques normales, effectivement ces paramètres mécaniques jouent effectivement un rôle. Alors, le phénomène de guidage mécanique en trois dimensions, où la cellule est confinée, où elle peut potentiellement avoir à déplacer une colonne de fluide en avant d'elle, s'appelle la barotaxie, et on avait vu qu'en fait, non seulement le mécanisme était plausible d'un point de vue quantitatif, mais même en fait qu'il semblait marcher de façon efficace dans des systèmes, en tout cas in vitro, où en fait les cellules naviguaient des labyrinthes de taille, de topologie variées. On a vu ensuite l'introduction du thème de la durotaxie, dans lequel maintenant le guidage mécanique se fait en deux dimensions, et en fait où la cellule, comme je rappelle les éléments essentiels, on part d'un article de Mike Sheets avec Daniel Choquet en premier auteur, fin des années 90, qui montre qu'effectivement il y a une capacité de la cellule à opérer une espèce de lecture de la rigidité du substrat, une matrice extracellulaire. Donc la phénoménologie a été caractérisée et les modèles explicatifs peuvent être l'idée qu'il y a une espèce de renforcement local de la composition, nature ou réponse mécanosensible des points d'adhésion focale, intégrines dépendants, qui peuvent soit s'interpréter en termes d'augmentation de la raideur du dispositif mécanique qui est en jeu dans le couplage entre la matrice et les points et les molécules d'adhésion intégrines, ou alors d'une augmentation des ressorts, ou l'intégration des deux. Voilà. Ceci étant conjugué potentiellement à une multimérisation ou une clusterisation des intégrines, ou alors le nombre de récepteurs qui sont engagés dans des liaisons élastiques avec le substrat. Alors, en particulier cette citation qui montrait qu'à partir de ces données, les auteurs faisaient l'hypothèse que la cellule pouvait utiliser en fait l'information sur la rigidité de son environnement, qui peut être plus ou moins complexe, et à partir de là, en déduire une information qui peut la guider dans son environnement. Et en particulier, on voit ici, si on a un élément de fibronectine sous la forme d'une bille dans le dispositif expérimental, les expériences montraient qu'il y avait un renforcement des points d'adhésion focale qui pouvait donner naissance à des forces de traction asymétriques par rapport à la géométrie de la cellule, et ainsi permettre que les forces de traction génèrent une force de propulsion qui la fasse tourner vers la droite. Et par exemple, dans un environnement natif, l'idée serait par exemple que la matrice extracellulaire puisse être soit d'une raideur qui varie suivant l'environnement, ou alors en raison du fait que d'autres cellules autour de celles qui naviguent peuvent également déformer la matrice. Il pourrait y avoir une matrice qui serait souple ou pré-stressée, donc de raideur plus importante dans un endroit. Donc ça, ce sont des idées, et des données expérimentales avaient montré qu'effectivement des gradients de raideur du substrat de l'ordre de quelques kilopascals sur 100 microns. Donc en ordre de grandeur, une cellule peut faire quelques dizaines pour des plus grosses cellules, une centaine de microns. Donc là, on est sur des gradients quantitatifs qui, rapportés à la taille d'une cellule qui peut être de 25 à 100 microns, seraient de l'ordre de 0,5 à 4 kilopascals par cellule. Retenons ce chiffre, je le rappellerai plus tard dans un contexte de durotaxie collective. Et on voit effectivement qu'il y a un biais de déplacement, cet index tactique, qui est positif dès lors que l'on a même un gradient de 2 kPa par 100 microns. Donc là, on voit bien la mise en évidence phénoménologique du phénomène de durotaxie.
Alors si on regarde maintenant ces points d'adhésion focale, qui sont en fait le point de départ de l'hypothèse de la durotaxie, alors des données très anciennes mais vraiment magnifiques d'Abercrombie dans les années 70 montrent effectivement ce type. Donc là on voit sur la tranche une zone en fait qui adhère au substrat, qui serait ici. On voit des zones électron-denses qui correspondent grosso modo à ce que des années plus tard, il y a maintenant une dizaine d'années, le laboratoire de Claire Waterman avait montré effectivement ces points d'adhésion focale comme une espèce de millefeuille entre la matrice extracellulaire, les intégrines et toute une série de molécules de nature différente qui, grosso modo, opèrent un couplage mécanique avec l'actine. Et on avait vu, et on va revoir bientôt, que la caractéristique de ce millefeuille moléculaire, si vous voulez, c'est qu'il il est mécanosensible, c'est-à-dire qu'il est capable de se renforcer en fonction de la résistance élastique qu'offre la matrice aux liaisons avec donc le réseau d'actine. D'accord ? Donc, vous avez ici une vision moderne de ce qui a été caractérisé il y a longtemps, et finalement, on voit assez bien cette structure ici représentée en 3 dimensions grâce à la microscopie Storm à l'échelle quasiment moléculaire. Alors, la caractéristique de ces points d'adhésion focale, et c'est un modèle courant que je rappelle ici rapidement, ce modèle du clutch, l'embrayage, si vous voulez, l'idée c'est qu'il y a un engagement mécanosensible du couplage avec la matrice. Donc en fait on a une matrice, les molécules peuvent s'associer de façon réversible avec la matrice, mais la tendance naturelle de ces molécules à former des clusters de taille finie mais assez grande avec plusieurs milliers de molécules dans certains cas, le couplage élastique avec l'actine. Le point important c'est qu'il existe des molécules en particulier vinculines, dont on peut retenir éventuellement le nom en jaune, qui existent dans 2 conformations, ouvertes ou fermées, et dont la statistique est modifiée par les forces d'association résultant de l'association avec l'actine et l'intégrine. En ce sens que sous tension, en fait, cette molécule est stabilisée dans sa conformation ouverte et elle démasque ainsi un site de liaison à l'actine qui permet donc le renforcement des liaisons à l'actine. On trouve la même chose d'ailleurs à quelques détails près dans les adhésions cadérines dépendantes. Donc c'est quelque chose qui a été inventé au moins 2 fois dans l'évolution et qui montre en fait cette nature mécanosensible. Voilà. Donc le point central, c'est que cette mécanosensation et transduction donne naissance à ce qu'on appelle le modèle du clutch, qui en fait permet un engagement, un renforcement actif de la liaison avec l'actine. Et en gros, ce modèle rend compte de la phénoménologie caractérisée par Choquet et Schitz, dont j'ai parlé au début. Alors maintenant, je vais rentrer dans une caractérisation un peu plus fine de ce qui se passe au point de ces adhésions focales. C'est un article donc, de Claire Waterman il y a maintenant une dizaine d'années qui caractérise donc de façon assez fine les choses. Donc en fait, on va regarder des points d'adhésion focale qui ont cette structure un peu allongée dans l'axe, si vous voulez, l'avant de la cellule va être ici, l'arrière de la cellule par là. On regarde un point d'adhésion focale et les auteurs peuvent regarder à la fois la densité de ses composants moléculaires, par exemple paxillide, et ils vont regarder maintenant, grâce à l'étude du déplacement de la matrice, on peut y mettre des petites billes, etc. Et donc ils vont pouvoir, à partir du champ de déplacement de la matrice, en déduire, connaissant les propriétés viscoélastiques de la matrice, le champ de force représenté par cette petite flèche rouge. Et ce que vous notez tout de suite sur un exemple, c'est que si on a ici en vert la distribution moléculaire des composants de ce point d'adhésion focale, on voit qu'il y a une dissymétrie en fait, des forces de traction par rapport à ce point d'adhésion focale. Et en fait, il existe, à vrai dire, 2 types de points d'adhésion focale. Les premiers ont cette caractéristique, sont symétriques, donc ils les caractérisent même comme des points d'adhésion focale stables du point de vue de l'évolution au cours du temps des forces de traction et de la composition de ces molécules. Donc on voit ici une visualisation de ces points d'adhésion focale, le champ de force autour, et ce que l'on peut voir, c'est que dans ces structures-là, premièrement, les forces de traction sont symétriquement positionnées par rapport à la structure géométrique de la point d'adhésion focale, on est proche de 0. On voit ici la distribution pour un grand nombre de ces points d'adhésion focale. Ici, c'est le centre de symétrie. Les valeurs de traction sont relativement plus faibles que pour les structures qui sont, elles, intrinsèquement asymétriques, comme celle-ci, qui sont fluctuantes et qui ont des forces de traction moyennes plus élevées. Donc en gros, on a des points d'adhésion focale qui sont stables, c'est-à-dire qui n'évoluent peu au cours du temps, qui connaissent moins de fluctuations, qui sont des valeurs plus faibles et qui sont intrinsèquement symétriques. Et on a d'autres structures, c'est un peu ça la nouveauté de cette analyse, c'est qui caractérisent des points d'adhésion focale asymétriques, fluctuants, avec des forces de traction plus importantes.
Et en fait, ce que je vais vous montrer dans les diapositives suivantes, c'est que ces points d'adhésion focale avec des tractions plus fortes, qui sont fluctuantes et qui sont intrinsèquement asymétriques, ce sont elles qui sont en fait impliquées dans le phénomène de mécanosensation et de durotaxie. D'accord ? Donc, ce qu'il propose, c'est que donc, voilà, ces points de traction fluctuantes sont soumises à opèrent la lecture de la dureté de l'environnement de la matrice. Et donc, tugging, on pourrait le traduire par traction, en fait, tout simplement, c'est sans doute ces structures qui sont donc importantes. Alors, on peut voir déjà que, variant la rigidité du substrat, donc de 16 à 55 kPa, donc on voit ici l'augmentation de cette raideur du substrat. Alors ici, donc, on va voir beaucoup ce type de données. Hein. Quand on est à 0, ça veut dire qu'on a une structure qui est intrinsèquement symétrique pour 0 et donc asymétrique. Donc là, on caractérise bien pour une valeur positive ces points d'adhésion focale dissymétriques, asymétriques. Donc lorsque la raideur est plus importante, finalement, les points d'adhésion focale sont plus symétriques avec des valeurs de traction plus faibles. Et sur une matrice plus molle, on va avoir une plus grande dissymétrie, plus de fluctuations et des points de traction plus importants. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que déjà ces composants moléculaires qui forment le mécanisme de mécanotransduction et donc de maturation focale des points d'adhésion focale, ce sont eux qui sont en fait impliqués dans le phénomène de durotaxie, comme on va le voir, mais même dans l'émergence de ce comportement particulier de ces points d'adhésion focale asymétriques. En fait, je vais essayer de simplifier la lecture de ces données expérimentales qui est un peu tedious. Je veux dire par là qu'on peut utiliser des mutants qui vont en gros affecter ces couplages moléculaires. Pour simplifier, on a une kinase qui va répondre à l'activation d'intégrine, qui phosphoryle une molécule paxilline, qui elle-même va augmenter sous sa forme phosphorylée l'affinité avec vinculine. Donc en gros, si on a une force un couplage moléculaire ici, eh bien en fait il va y avoir une maturation par phosphorylation qui va renforcer le couplage mécanique avec l'actine. Oui ? Si on va vers des substrats beaucoup plus mous que 16 kPa, on retrouve des cas symétriques. On va le voir, oui. Non, quand c'est plus raide, on a une structure plus symétrique. Oui, mais quand il y a un pic vers 16 kPa, Oui. mais souvent, quand c'est très raide ou très mou... Alors on va voir en fait que le rôle finalement de tout ce complexe n'est pas tant de permettre en soi la dirotaxie, mais d'étendre l'amplitude de raideur du substrat qui permet la dirotaxie. Finalement, ce n'est pas le comportement durotactique et donc ce phénomène de mécanotransduction en soi qui est impliqué, mais c'est vraiment la plage de lecture de l'environnement. Or, c'est exactement ce que l'on veut. Dans un système sensitif, ce n'est pas, par exemple, détecter un photon. Le point important n'est pas tant de détecter un photon, mais que de le permettre de détecter une différence de photons, et donc de pouvoir, à partir de là, faire une lecture de l'environnement. Et c'est exactement ce que je suis en train de présenter, ce qu'on va voir, distinguer la capacité de détecter quelque chose et de détecter une différence. Voilà. Et donc finalement, pour anticiper ce que je vais vous dire, le rôle de FAC, paxilline et vinculine permet cela. Et ce que j'essaye de faire pas à pas dans un article un petit peu complexe. Donc pour simplifier à ce stade, retenons que en fait, ces interactions moléculaires, d'accord, permettent à une raideur de référence qui ici est de 8,6 kPa, donc une matrice ni trop molle ni trop dure, on va dire, d'avoir ces fluctuations, ces points d'adhésion focale fluctuantes avec des forces de traction importantes. Dès lors que l'on modifie les couplages moléculaires, donc ce sont ces différents mutants, on arrive à des forces de traction qui sont plus faibles, plus symétriques et moins fluctuantes. D'accord ? Et donc c'est vrai pour paxilline, c'est également vrai pour les mutants vinculines ou des mutants de paxilline qui empêchent cette interaction. On a le même type de résultat. D'accord ? Donc maintenant, ici voici une diapositive importante parce qu'elle montre finalement que si l'on augmente, donc ici je viens de vous montrer cela, si l'on augmente la raideur du substrat, d'accord, on arrive à des forces de traction, des points d'adhésion focale plus symétriques avec des forces de traction plus faibles. Mais si maintenant on commence à muter tous ces composants moléculaires, tous les composants de cette voie moléculaire, hein, d'accord, et bien à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre 8 kPa et 32 kPa. En fait, on a perdu la capacité qu'a la cellule de générer une réponse différente au niveau de ces points d'adhésion focale entre une matrice qui serait molle et une matrice qui serait plus raide. Donc la cellule est comme aveugle par rapport aux différences de la matrice extracellulaire.
d'accord, en tenant comme point d'observation cette différence de constitution et de réponse mécanique des points d'adhésion focale. En fait, les auteurs utilisent cette phénoménologie des points d'adhésion focale comme lecture ou comme interprétation de ce qui se passe quand une cellule est exposée à des raideurs différentes dans l'environnement. Et finalement, ici, les cellules, dans tous ces cas où on compare différentes raideurs, quand on bloque les composants de cette voie moléculaire, eh bien, on n'a plus de réponse. D'accord ? Il n'y a plus de réponse, une réponse différente. Par contre, dans ces mêmes mutants, si maintenant on a une matrice beaucoup plus souple, 2 fois plus souple, 4 kPa, à ce moment-là, on a toujours une réponse. On est toujours capable de générer ces points d'adhésion focale fluctuantes. Ce qui veut dire que la cellule est encore capable de détecter une différence entre 4 et 8 kPa, mais tout ce qui va au-delà, elle ne sait plus le faire. Donc elle est devenue aveugle à des matrices plus raides. D'accord ? C'est ça ce que ces données montrent. Et fondamentalement, quand cette matrice est à un niveau intermédiaire, dans ces mutants, on arrive à restaurer une réponse si jamais on mute les composants ou la capacité à générer une tension actomyosine, ce qui veut dire qu'en fait que ces points d'adhésion focale fluctuantes, en fait, en elles-mêmes, elles n'ont pas besoin en fait d'une capacité à générer un réseau contractile important. Elles vont utiliser des couplages avec l'actine en tant que tels pour donner cette réponse. Voilà. Alors, en ayant maintenant cela à l'esprit, on peut voir que dans les conditions normales, sauvages, effectivement, lorsque l'on augmente la raideur du substrat, les points d'adhésion focale ont une intensité plus grande, d'accord ? Et on perd cette maturation en taille des points d'adhésion focale dès lors que l'on mute ces différents composants. Donc la cellule, finalement, répond d'une façon naturelle. C'est le modèle du clutch, une raideur plus importante. On va stabiliser plus d'intégrine. Lorsque l'on mute les composants de cette voie, la cellule n'est plus capable de le faire. Et dans ces conditions-là où les points d'adhésion focale maturent, on voit qu'on a donc une réponse différente. Ici, on a maintenant, au niveau de la cellule, la vitesse de déplacement de façon aléatoire. On n'est pas dans un champ où on aurait en fait un index tactique. On ne regarde pas encore cela, on regarde simplement la vitesse aléatoire, enfin la vitesse non orientée des cellules, et on voit qu'effectivement, entre 8 et 32 kPa, les cellules ont des points d'adhésion focale plus importantes et ont une vitesse plus importante. Et cette différence est perdue lorsque les cellules ne sont plus capables n'ont plus ces composants moléculaires. Mais le point qui est important, c'est de voir maintenant l'index tactique. Donc là, on avait une caractérisation moléculaire ou cellulaire de ces points d'adhésion focale. Maintenant, on regarde la réponse cellulaire. Donc ici, on regarde l'index tactique. Alors, on peut le regarder en regardant le déplacement carré moyen. On a donc une constante de temps avec un coefficient alpha. Alors si jamais alpha est égal à 1, en gros on a un déplacement aléatoire brownien. Ici, si on a une valeur supérieure à 1, on a donc un déplacement balistique qui révèle en fait un comportement balistique, c'est-à-dire orienté de la cellule. Donc dans des conditions sauvages, on voit bien que sur une matrice de raideur plus importante, déjà, dans les conditions natives, quelle que soit la valeur, à 4 et 32 kPa, on a donc un comportement plutôt balistique, mais quand la cellule n'est plus capable en fait, de maturer ses points d'adhésion focale particulières et qu'on arrive à une matrice plus importante, la cellule en fait, n'est plus capable de détecter en fait, cette matrice plus raide. Elle n'est plus capable de générer aussi ces points d'adhésion focale qui ont ces propriétés de fluctuation et de force de traction plus importantes. Et donc, en gros, elle adopte maintenant un mouvement brownien. Alors, elle peut se déplacer, mais en fait, elle va le faire d'une façon aléatoire. Et idem dans ces autres mutants en fait, qui sont impliqués dans cette voie. Donc, on voit ici donc, la statistique de l'orientation de ces... en tout cas, les distributions angulaires des déplacements de ces cellules dans ces conditions-là, où on voit bien que ces mutants perdent leur tactisme dans ces conditions-là. Et vous voyez ici les types d'expériences, en fait, ils prennent une matrice d'une raideur donnée et en fait, ils déforment avec une petite pipette, et donc ils génèrent un gradient local de raideur, alors qui n'est pas, à mon avis, très bien contrôlé, au sens où il y a un gradient, ils arrivent à calibrer plus ou moins l'expérience. On voit bien ici que cette cellule, dans les conditions sauvages, va se diriger vers le gradient, alors que sinon, elle a un déplacement grosso modo aléatoire. Donc voilà le dispositif expérimental d'un gradient qui génère un tactisme et qui est perdu dès lors que la cellule n'est plus capable d'engager en fait, ces phénomènes moléculaires qui sont impliqués dans la maturation
du point d'adhésion focale. Donc, on voit donc que finalement ce que permet cette voie de signalisation, c'est d'étendre à un champ de raideur plus large, jusqu'à 32 kPa au moins, la capacité à maturer ces points d'adhésion focale et donc de répondre, comme on le voit ici, d'une façon tactique. Sinon, par défaut, elle aurait un déplacement brownien. Oui. La valeur de 32 kPa est très sensible au type cellulaire. Alors, vraisemblablement, ici, honnêtement, je ne sais plus quels sont les types cellulaires présentés. Donc, oui, a priori, on peut imaginer. Et on verra d'ailleurs tout à l'heure que d'autres analyses montrent que sans doute, sous cela, la valeur dépend des types cellulaires. En gros, si jamais la capacité qu'aura la cellule à maturer ses points d'adhésion focale, donc je suis sûr qu'il y a des variétés de type cellulaire. Mais je ne peux pas en fournir une explication judicieuse, parce que je ne les connais pas. En tout cas, ici, ce qui est important, c'est que donc là, on a vu la réponse durotactique, en fait, de la cellule. Hein. Mais ces cellules qui ne sont pas capables de répondre de façon durotactique, par exemple ces mutants-là, si maintenant on les présente à un gradient de PDGF, qui est une molécule de chimiotactisme, elles vont avoir une réponse tactique tout à fait claire. Hein, face à un gradient de PDGF, ces cellules qui ne sont pas durotactiques, elles, maintenant, vont avoir une réponse avec un coefficient alpha qui est très important, qui montre qu'on a un comportement balistique. Et on voit ici les distributions angulaires des mouvements dans ces expériences. Donc les cellules sont toujours chimiotactiques et même elles sont capables d'aptotactisme. J'en ai peu parlé dans mes cours parce qu'il n'y a pas beaucoup de données très judicieuses, mais comprenons-les comme quelque chose qui serait... en fait, il s'agit d'un gradient, d'un composant moléculaire de la matrice, d'accord, qui, si l'expérience est bien faite, ne modifie pas sa raideur, donc on n'est pas dans les conditions durotactiques, mais dans lesquelles la densité de points d'adhésion focale à la matrice, parce que la densité de molécules engageant une interaction avec l'intégrine varierait. Si j'en ai pas parlé, c'est que je ne suis pas certain que les expériences soient toujours si bien contrôlées. Ça se comporte de façon hybride comme quelque chose entre le chimiotactisme et qu'il y a bien une distribution en gradient d'une variable scalaire, la concentration d'un ligand d'intégrine. Et les auteurs font l'hypothèse que ça ne génère pas de gradient de raideur, ce qui reste à voir. En tout cas, je n'ai pas trouvé de données très très claires là-dessus. Donc, mais en tout cas, c'est mentionné dans ces études, et il est possible en fait que ce genre de comportement aptotactique existe véritablement. En tout cas, ici, ils ont fait des expériences où ils ont varié la densité de fibronectine. Il y a toujours une réponse tactique dans ces cellules qui ne sont pas durotactiques. Alors, pour conclure, à ce stade-là, donc au niveau des cellules individuelles, on voit que les points d'adhésion focale font l'expérience de phénomènes de traction qui a des caractéristiques d'être fluctuantes, asymétriques et donnant naissance à des forces de traction en moyenne plus importantes que dans les points d'adhésion focale stables. C'est un phénomène local. Souvenons-nous que dans les expériences de Mike Sheets et Daniel Choquet, en fait, à quelques microns d'un point de maturation focale, il n'y avait aucun phénomène de maturation des points d'adhésion focale. Donc c'est vraiment quelque chose de très local et qui s'explique par le fait qu'on a ces couplages moléculaires très locaux, comme on l'a vu. Et donc, d'un point de vue expérimental, toutes les conditions qui génèrent ce type de phénoménologie des points d'adhésion focale, fluctuantes, forte traction et asymétrie, sont associées à une migration orientée de nature intrinsèquement durotactique. Donc finalement, voilà. La voie moléculaire, donc FAC, paxilline, vinculine qu'on a vu, qui permet donc ce couplage mécanosensible avec l'actine, est requis, en fait, non pas en soi pour générer une réponse durotactique, mais qui permettent, parce qu'elle se situe toujours même dans les conditions mutantes, avec des très faibles valeurs de la raideur de la matrice, mais d'étendre en fait la plage de raideur où la cellule va pouvoir détecter des différences et à partir de là s'orienter d'une façon tactique. Et donc on voit ici une certaine démonstration, une explication moléculaire de ce qui était proposé par Sheets à la fin des années 90, 99, à savoir le fait qu'effectivement une cellule, face à un environnement proche de raideurs différentes, va pouvoir, en utilisant ces phénomènes de maturation moléculaire et de modification des couplages avec l'actine, faire une lecture de la carte de rigidité de l'environnement et à partir de là, stabiliser ou non certaines protrusions et ainsi permettre une orientation de la dynamique de la cellule, d'une façon qu'on appelle donc durotactique. Alors, il y a deux interprétations possibles ou explications de ce phénomène-là, qui ne sont pas d'ailleurs exclusives l'une de l'autre.
La première consiste à dire qu'en fait, il y a, face à un gradient de raideur du substrat, il y aurait une polarisation de l'attachement par adhésion, en raison de la nature des feedbacks, des rétroactions impliquées entre adhésion et contractilité de la cellule via les couplages actines dépendants. On peut voir qu'une raideur plus importante, comme on l'a vu, augmente la taille des points d'adhésion focale, pourrait même augmenter leur nombre. Et donc, on aurait une asymétrie de points d'adhésion dans la cellule. Et en raison des flux rétrogrades d'actine et des couplages qui s'engagent avec le point d'adhésion, si jamais on a une asymétrie des points d'adhésion, on aura donc, de façon, à force de traction symétrique, on aura néanmoins un déplacement de la cellule vers la droite. Alors, on peut aussi maintenant considérer quelque chose qui est tout à fait, qui est sans doute d'ailleurs plus important, comme on va le voir plus tard. Une autre façon d'interpréter les choses, c'est de dire en fait que le déplacement de la matrice, en raison de la raideur différente de la matrice, en fait, va être polarisé. Il va être plus important à l'arrière de la cellule qu'à l'avant, et que donc ça va générer un déplacement net du centre de masse de la cellule vers la droite. Et donc c'est plutôt la déformation du substrat qui joue un rôle. C'est sans doute les deux, mais généralement les données semblent plus indiquer que c'est ce deuxième aspect qui est important. Alors, je vous présente ici, j'ai essayé de trouver des modèles de durotaxie. En fait, un modèle qui essaie de tester différentes hypothèses pour voir au moins si ça semble tenir la route. Bon, il y en a pas mal. Bon, j'ai choisi celui-là parce qu'il a le mérite d'être assez simple. En gros, on va simplifier la cellule, on va la voir comme un cercle qui en fait interagit avec son environnement en 2 dimensions. Et on va considérer maintenant un modèle avec une équation de Langevin où on a une composante, on va dire, déterministe, quelque chose du déplacement. Ici, on a quelque chose qui en fait contient de la friction. Et ici, on a une force fluctuante, stochastique, qui en fait correspond aux modifications au temps court liées justement à ce qui se passe au pourtour de la cellule lorsqu'elle décode en fait l'environnement de sa matrice. D'accord ? Et à partir de là, on peut considérer donc aux angles. Donc maintenant, comme on a une symétrie radiale, on peut considérer donc en fonction des coordonnées polaires de l'angle θ, en fonction du déplacement local à l'angle θ, on peut inférer en fait une raideur locale, Kx de θ, qui va donc varier autour de la cellule si elle est dans un environnement qui va être d'une raideur qui va varier, la raideur de la matrice qui va varier. Et à partir de là, on peut considérer donc la densité de probabilité de cette raideur. Et donc en gros, voilà un peu le type de philosophie du modèle, comment il fonctionne. Et dans ces conditions-là, d'une façon qui est finalement assez logique, on peut voir que dans les conditions d'une matrice isotrope, en fait, d'une matrice homogène, de raideur homogène, en dépit des fluctuations, il y a toujours des fluctuations, on va avoir en fait un déplacement qui correspond grosso modo à la phénoménologie. Pensez aux expériences dont j'avais parlé en rappel au début de ce cours, où j'avais montré en fait la distribution aléatoire, la distribution effective des cellules dans une matrice homogène, et à partir d'un point de départ, ici ce sont des simulations, on voit quelque chose qui est à peu près égal, et si on voit le biais de la vitesse de déplacement, en fait, on ne voit pas de différence si on regarde donc la vitesse selon l'axe X ou l'axe Y. Maintenant, lorsqu'on commence à générer donc un environnement qui est dissymétrique, avec une raideur plus importante à gauche, on voit ici donc une évolution statistique de la motilité cellulaire vers la partie plus raide et loin de la partie plus souple. Et si on regarde maintenant les trajectoires individuelles des cellules, ici restant dans la partie raide, partant de la partie raide vont y rester, venant de la partie souple vont aller vers la partie raide. Donc là correspond aussi aux premières expériences en 2000 qui avaient nommé le terme durotaxie. On trouve grosso modo une phénoménologie assez conforme avec les données expérimentales. Alors, j'aimerais maintenant m'arrêter sur un troisième modèle qui est un modèle de durotaxie dans lequel on va considérer la variation spatiale du paramètre de persistance de la motilité cellulaire. D'accord ? Donc on voit maintenant qu'on a des cellules qui ont un comportement, d'ailleurs dans le modèle que j'avais monté avant, il y a une composante stochastique. Donc maintenant on va considérer un paramètre, c'est de dire que les cellules vont changer de direction, d'accord ? Certainement en reconnaîtrant des paramètres de l'environnement,
Et on va faire l'hypothèse ici, dans ce modèle, que ce qui va changer, donc à des trajectoires aléatoires, donc dans une partie où la matrice est globalement molle, ce qui va changer le long du gradient, c'est la persistance de la marche en fonction de la raideur que la cellule détecte localement. D'accord ? Et on va voir les implications de ce type de raisonnement. Et je vais même avoir l'occasion de revenir sur la chimiotaxie des bactéries. Peut-être vous surprendre, parce qu'on arrive à quelque chose qui, pour moi, n'est pas résolu et que je voudrais au moins vous exposer pour que vous y changiez davantage si vous le souhaitez, ou au moins... Donc voilà, je pense que c'est un modèle qu'on trouve... C'est une revue importante sur le sujet. Il est présenté, les données sont parcellaires, mais à un niveau même théorique, il y a des résultats assez contradictoires. Donc, bien comprendre le raisonnement ici, c'est de dire que finalement, la cellule ne va pas détecter nécessairement un gradient local. Jusqu'à présent, on a vu, la cellule va détecter à l'avant et à son arrière un gradient et biaiser la statistique de son comportement en raison de tout ce qu'on a vu. Maintenant, on va dire localement, la cellule détecte une rigidité moyenne, d'accord ? Et ça va modifier sa persistance, d'accord ? En gros, ça va l'augmenter. C'est dans une partie raide, et donc intuitivement on se dit, bon, bah, si jamais elle est dans une partie plus raide, on va augmenter sa persistance, ça va remonter le gradient. Voilà l'idée au moins qualitative. Alors, déjà d'un point de vue expérimental, et si on analyse la persistance de la marche d'une cellule, il y a des données qui semblent effectivement indiquer que la cellule répond comme si en fait la persistance de sa marche était biaisée par la rigidité du substrat. Alors on voit ici des cellules qui, en présence de vitronectine ou de fibronectine, et si on leur présente une matrice molle, intermédiaire ou plus raide, va avoir un index de directionnalité. On va voir, alors, voyons l'index de directionnalité utilisé. En fait, il s'agit du déplacement, enfin de la racine carrée du déplacement carré moyen, donc une longueur divisée par VCT. Alors VC, c'est la vitesse linéaire de la cellule, T le temps. Donc ici, je l'expliquerai mieux dans la diapositive suivante, c'est en gros le déplacement si on est dans une condition de référence de déplacement balistique, où la cellule se déplace de façon balistique. Donc si on voit le rapport, on voit quelque chose qui d'ailleurs à la même dimension que le temps de persistance divisé par temps, racine carrée 2, et donc un nombre sans dimension. Ce temps de persistance, qui correspond donc effectivement aux paramètres que l'on essaie d'étudier dans ce modèle. D'accord ? Et donc cet index de directionnalité, on voit ici qu'il augmente alors qu'on en présente aux cellules une matrice plus raide. D'accord ? Et avec au moins 2 matrices différentes. Les points d'adhésion focale maturent de façon plus importante. Alors ici, les expériences étaient faites dans les cas où, en fait, synthétique d'un hydrogel dont on peut varier, de PEG, polyéthylène-glycol, dont on peut varier de façon très contrôlée le module de Young et qui donc permettent effectivement de bien contrôler en fait cette raideur du substrat. On voit aussi que paxilline, donc cette molécule dont on a parlé, sur une matrice plus raide, va effectivement avoir une intensité plus importante. Donc la cellule répond bien d'une façon logique à tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Mais le point important, c'est qu'en fait, c'est l'index de directionnalité, qui est une autre façon de voir le signe d'une marche plus persistante, d'accord, se manifeste dans des conditions de matrice plus raide. D'accord ? En gros, les ordres de grandeur, c'est que la directionnalité augmente d'un facteur 3 lorsque l'on augmente la raideur d'un facteur 10. Facteur 3 directionnalité, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà les données expérimentales qui motivent la recherche d'un modèle théorique pour voir si effectivement c'est plausible. Parce que comme toujours dans les expériences, il y a des variables cachées, on ne voit pas tout. Donc ça a l'air cohérent. Et donc il faut un modèle qui saisisse les données essentielles de ce que l'on veut tester pour voir les implications. Alors justement ce modèle qui a été donc construit par ces auteurs, alors ici, si on regarde la forme du déplacement carré moyen, c'est sa valeur, c'est sa forme que l'on écrit, mais qui permet dans les cas limites, au temps très court, au temps très long, de retrouver effectivement ce comportement 1 aléatoire au temps très long, où on voit que cette forme-là s'approxime à la vitesse au carré, le temps de persistance fois le temps. Donc ça, c'est une constante, donc quelque chose qui ressemble effectivement à un mouvement brownien, où on aurait ici quelque chose qui ressemble à un coefficient de diffusion effectif de ces cellules. Et au temps plus court, on a quelque chose qui aurait la forme de VCT le tout au carré, donc quelque chose qui a un comportement balistique au temps très court. Donc ça, c'est la forme qui permet de générer ces cas limites qui nous intéressent.
Alors, je ne rentre pas dans les détails du modèle, les curieux pourront le regarder dans cet article, mais en revanche, on voit que des simulations montrent que sur une matrice molle, on a, parce qu'ici, c'est le temps de persistance qui est fait une fonction de la raideur, c'est ce que l'on teste dans le modèle. On voit que sur une matrice molle, on a un comportement aléatoire. Sur une matrice plus rigide, on a aussi un comportement aléatoire, mais on a des trajectoires plus longues, ce qui correspond à l'idée que ce temps de persistance augmente avec la raideur plus importante. Alors, maintenant, présentons aux cellules un gradient, qui est effectivement ce qui nous intéresse. On génère un gradient du temps de persistance, donc qui se caractérise sous la forme delta tau sur delta x. Et on peut varier ce gradient, on peut le voir ici, de 90 heures par millimètre jusqu'à une valeur bien plus faible ici. Et le déplacement moyen, en fonction du temps, est plus important si le gradient de persistance est plus important, ce qui correspond quantitativement à ce que l'on voit ici de façon qualitative. On peut construire un terme sans dimension qui, en fait, est le rapport de la vitesse de la cellule divisé par quelque chose qui est effectivement l'inverse d'une vitesse, multiplié par l'inverse d'une vitesse, donc un nombre sans dimension, qui correspond à ce gradient. Et donc, finalement, ces résultats semblent dire finalement que l'intuition que l'on a, que le gradient de persistance permet à la cellule de remonter, un gradient de persistance permet de remonter un gradient, fonctionne bien. Donc en gros, si jamais on a la matrice permet de modifier la persistance de la marche, ce que l'on a vu dans les données expérimentales précédentes, le modèle semble dire ça marche très bien, fermez le dossier. Alors c'est là que moi je me suis un tout petit peu gratté la tête parce que je me suis rappelé un article que je vous avais présenté l'an dernier sur le chimiotactisme des bactéries. J'aimerais y revenir, non pas pour résoudre la question, parce que j'y suis pas arrivé, mais au moins pour le soumettre et pour vous montrer que les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Alors, avant de venir à ça, finissons juste ce dossier. Donc, quand on regarde maintenant la densité des trajectoires, ce que l'on peut voir ici par ce code de couleur, donc la distribution donc la distribution de probabilité de présence des cellules après un certain temps de marche, des simulations. Donc au début, en fait, la distribution est à peu près isotrope. C'est au cours du temps qu'il y a un biais statistique, où en gros, à gauche, on a une distribution grosso modo aléatoire, et à droite, on a en fait un front de vitesse qui s'étend et qui traduit de façon statistique le fait que les trajectoires sont globalement plus persistantes, donc légèrement plus balistiques en raison de la lecture de ce gradient. Est-ce que c'est évident qu'il n'y a pas de mémoire? C'est-à-dire que le temps de persistance, il dépend que de ce qui se passe à l'instant? Dans le modèle, il ne considère pas de mémoire. Non, mais oui, mais c'est important. Alors, j'aimerais qu'on en... Si les gens mettent de la mémoire. Complètement. Alors, là, la question de Jean-François Joigny anticipe une réflexion importante sur l'aspect de mémoire. Alors, la mémoire, on va y venir dans les diapositives suivantes. Dans le chimiotactisme des bactéries est essentielle. D'accord ? Dans le cas de cellules eucaryotes, il y a aussi une forme de mémoire, mais qui a une forme différente. C'est en gros le couplage entre polarité et aspect mécanique de l'environnement. Une cellule qui sera plus persistante, j'avais parlé d'un article l'an dernier, vers la fin de mes cours, je ne sais plus où, mais en gros, un article qui montre que la polarisation de la cellule, qui est intrinsèque au déplacement de la cellule, une cellule qui va être peu prompte à modifier sa polarité, donc il va avoir en fait une mémoire de sa polarisation, une espèce d'inertie de sa polarisation. Ce sont des termes différents pour dire la même chose. En gros, le vecteur va rester dans la même direction plus longtemps. Une cellule qui va en fait s'en fiche du nouveau terrain dans lequel elle arrive parce qu'elle mémorise, elle a une inertie de sa polarisation. D'accord ? C'est pour ça que dans ce sens qu'on parle de mémoire. J'aimerais presque parler plutôt d'inertie. C'est en gros la même chose. L'idée, c'est que ça reste dans la même direction. Ou de retard. Voilà, on peut utiliser des termes différents, mais ce sont des termes un peu adéquats pour dire qu'en fait, il y a une espèce de persistance de la polarisation. Si une cellule, alors par exemple, dans le cas de la motilité en 3 dimensions, le flux rétrograde d'actine, l'advection des composants de polarisation, en gros l'advection de composants comme ρ vers la cellule, va en fait stabiliser le flux rétrograde d'actine, donc la polarisation de la cellule qui est essentielle à son mouvement, va avoir une certaine persistance qui dépend en fait de la force de ce mécanisme d'advection. Donc il y a une explication moléculaire assez simple qui couple en fait force mécanique, parce que c'est couplé à la friction et donc à l'avancée de la cellule, et puis polarisation de la cellule. Donc ça c'est bien compris, au moins en 2 dimensions, et peut-être en 3 dimensions, peut-être qu'en 2 dimensions, comme là aussi un flux rétrograde d'actine, une espèce d'asymétrie, on peut arriver à la même chose. Et d'ailleurs l'article montrait une espèce de loi universelle
un temps caractéristique qui apparaissait dans cette loi qui, en fait, s'expliquait par ce phénomène de persistance de la polarisation qu'on a interprété comme une mémoire de la cellule. Alors, ici, autant que je me souviens dans ces articles, ce n'est pas explicitement incorporé dans le modèle. Donc, en gros, ce sont des cellules qui n'ont aucune mémoire, qui font simplement une lecture locale de l'environnement, et ici, qui modifient la persistance de leur marche en fonction d'une variable scalaire locale qui est la raideur du substrat. D'accord ? Alors, il y a des cellules qui vont vite, des cellules qui vont plus lentement. Effectivement, les temps varient selon les types cellulaires. Alors, en tout cas, le point important, c'est que l'index d'urotactique est donc positif, et puis il augmente au cours du temps jusqu'à une valeur plateau. Le point qui est important, c'est un détail qui pourrait être important pour ce dont je vais vous parler dans les diapositives suivantes, c'est que l'on fasse l'hypothèse que VC, la vitesse, soit constant, c'est-à-dire qu'il ne varie pas en fonction de l'environnement, ou qu'il augmente avec la persistance, ou qu'il décroisse avec la persistance, on a globalement le même type de résultat. Il n'y a pas de différence fondamentale dans le modèle, suivant qu'on considère une constance ou une variation de la vitesse. Alors venons-en donc au point que j'aimerais discuter un peu avec vous, qui est le chimiotactisme des bactéries. Donc le chimiotactisme des bactéries, pour rappel, voilà comment ça se présente. On a une pipette avec un gradient de glucose, par exemple. Les cellules vont avoir une marche aléatoire qui va être biaisée. Les cellules alternent entre des moments de run, puis de tumble. Alors, un run, c'est quand les flagelles sont orientés d'une façon en faisceau, en bundle, qui permet une nage qui dure en gros 1 seconde, et qui donne après naissance à une rotation inverse des flagelles. Les flagelles se dissocient l'un de l'autre, et la bactérie va repartir 0,1 seconde plus tard dans une direction aléatoire par rapport à l'orientation initiale. Et ce que l'on regarde ici, dans cet article donc, de fondateur de Howard Berg en 1972, qui montre en fait que quand on remonte le gradient, les runs sont plus longs que lorsque l'on descend le gradient. Le point qui est important, et je n'ai pas le temps de rentrer dans le chimiotactisme en détail, c'est qu'il y a un décodage non pas spatial, mais temporel de la concentration du glucose. Donc il y a un effet de mémoire temporelle de ces cellules qui leur permettent de remonter le gradient. Alors, j'aimerais vous parler d'un article. C'est cet article-là auquel j'ai repensé et que j'aimerais rediscuter avec vous. C'est un article qui a été publié finalement assez tardivement par rapport aux études qui avaient complètement démontré et expliqué le phénomène de mémoire cellulaire et de chimiotactisme. C'est un article de Schnitzer et ses collègues, Berg-Purcell, et qui analyse d'une façon extrêmement générique, j'aime l'élégance de cet article, c'est extrêmement général, et qui étudie en fait tous les cas possibles, a priori, de tactisme, et comme on va le voir, conclut de façon affirmative qu'en fait, un mécanisme de tactisme qui reposait sur la régulation spatiale de la fréquence de tumbling. Fréquence de tumbling, c'est fréquence de réorientation. Donc s'il y a un gradient de la fréquence de tumbling, sur une variable scalaire sans mémoire, à ce moment-là, la cellule ne peut pas générer en fait, de tactisme. C'est ce qui conclut. On va voir comment ils arrivent à ce résultat. Donc en gros, cet article conclut que, alors en plus, il est complètement agnostique par rapport au type de variables scalaires que la cellule détecte. Ici, on pense aux bactéries selon une nage. Vous allez voir, le modèle est tellement générique, ça peut être en fait le durotactisme. Donc voyons le type de raisonnement. Alors en fait, il regarde en une dimension et il considère des cellules qui vont se déplacer et elles vont rencontrer tous les temps tau et distance delta des barrières semi-perméables. Elles vont avoir, c'est-à-dire une probabilité 1,5 de la traverser ou 1,5 de se réfléchir sur cette paroi. Donc si l'on considère deux régions de l'espace, une région de position x1 et x2 entre ces deux barrières, où on a une concentration de bactéries qui est donnée, et une autre concentration ici. Si l'on regarde maintenant le flux de bactéries qui vont traverser cette membrane semi-perméable, voici son expression. Pourquoi? Parce que dans la région 1, la moitié des bactéries va aller vers la droite, la moitié vers la gauche, et la moitié va se réfléchir, ou la moitié va traverser la paroi. Donc si on fait le raisonnement à gauche et à droite, on arrive bien donc à cette formule, et la vitesse de déplacement des bactéries à gauche va être delta 1 sur tau 1, et à droite, delta 2 sur tau 2. On trouve ces deux vitesses.
D'accord? Donc ici, on a un cas extrêmement général où ni delta ni tau ne sont des constantes, ce sont des variables de l'espace. Et on va considérer maintenant tous les cas de figure, d'accord, où la vitesse peut être constante, où la vitesse peut varier. Et en fait, finalement, les cas qui vont nous intéresser sont les cas où justement delta, qui est là, ou tau, qui est le temps de persistance, va être une variable qui peut varier en fonction du temps. Et donc, on va, dans les conditions, on va pouvoir étudier le contexte, la situation où la variable scalaire de l'environnement peut varier le temps de persistance de la marche. Alors, le cas 0, c'est le cas simple, hein, où on retrouve la loi de Fick, où en fait delta et tau sont des constantes. Et donc, le flux se simplifie en une formule où on a le coefficient de diffusion qui vaut delta carré sur 4 tau, et on a le gradient de distribution des bactéries. Alors, à l'équilibre, C est uniforme. Donc ça, ce n'est pas un scoop, c'est la situation de référence. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est les cas où on a une non-constance en fait, de delta et tau. Et en particulier, ce premier cas va retenir notre attention. Ce premier cas, donc, où on explore toutes les possibilités, où le coefficient de diffusion n'est pas une constante, mais une variable qui peut dépendre de l'espace, d'accord ? Alors, le premier cas dans cette série, dans cette série, ça va être le cas où la vitesse est constante. Delta sur tau est une constante, d'accord ? Mais ni delta ni tau ne sont constants. Eux, ils varient en fonction de l'espace, d'accord ? Alors, en fonction du fait que la vitesse est constante, delta 2 sur tau 2, delta 1 sur tau 1 est une constante, on peut le sortir, on a donc une formule. On retrouve toujours que le flux, c'est moins d qui n'est pas une constante, vu que c'est delta carré. Donc ici, on a delta fois la vitesse, divisé par 4, et le gradient de concentration des bactéries. Donc ici encore, à l'équilibre, en fait, on a en fait, le flux, donc quand le flux est nul, on a en fait une distribution plate des bactéries dans cette situation-là. D'accord ? Et donc, c'est ici une simulation Monte-Carlo qui montre ces résultats, mais on le voit même mathématiquement dans la forme. Donc ici, finalement, une interprétation, c'est de dire que quelle que soit la distribution spatiale des barrières, qui sont en fait l'occasion d'une réorientation aléatoire des bactéries, en une dimension, à condition que la vitesse soit constante, on arrivera à une distribution uniforme des bactéries à l'équilibre. On n'a donc pas de possibilité dans ces conditions-là. Et donc le cas particulier, c'est que si on a un attractant, alors l'attractant peut être une molécule chimique, mais ça peut être aussi, par extension, une structure de l'environnement, par exemple une variable comme la raideur du substrat, parce que là, c'est une bactérie qui nage, mais ça peut être une cellule qui avance sur un substrat en une dimension, d'une raideur qui est uniforme ou qui varie et qui peut modifier en fait delta et tau, d'accord ? Et donc même dans ce cas-là, si la durée de la persistance varie en fonction de la variable scalaire, on ne peut pas arriver mathématiquement à une distribution autre qu'uniforme. La condition centrale, c'est que delta sur tau est une constante, donc la vitesse soit constante. Mais alors regardons maintenant les cas où maintenant delta sur tau ne sont pas des constantes. Donc là, finalement, ces résultats ont déjà dit, d'une façon très générique, qu'on ne peut pas avoir de tactisme sur la base d'une simple régulation du temps de persistance si la vitesse est constante. Donc ça, en fait, ça contredit directement le résultat que je vous ai présenté précédemment. Le cas, maintenant, les autres cas, je vais aller très rapidement, c'est finalement on considère que la vitesse n'est pas constante, c'est ou delta ou tau qui est constant. Bon, on arrive à une reformulation du flux qui arrive au résultat que c'est dc maintenant qui est uniforme à l'équilibre, donc c est inversement proportionnel à la diffusion, donc finalement, d'une façon très intuitive, dans ce cas-là, les cellules vont s'accumuler dans les parties du gradient où elles vont moins vite, et ça, c'est très intuitif, on le voit aussi quand tau est une constante, c'est la racine carrée de d fois c qui est une constante, donc on a aussi une distribution, c'est inversement proportionnel, et donc les particules s'accumulent dans la partie de vitesse faible, et même dans le cas encore plus général où on n'a aucun paramètre qui est une constante. Donc finalement, la conclusion de tout cela, c'est que soit la vitesse est constante, et à ce moment-là, on ne peut pas générer... Soit la vitesse est non constante, elle varie, à ce moment-là, les particules, les cellules s'accumulent dans la partie où en fait elles bougent moins vite, ce qui est très logique. Soit la vitesse est constante, et là c'est moins évident, en tout cas, on voit comment il y a une certaine discussion, et les cellules ne peuvent pas adopter autre qu'une distribution uniforme à l'équilibre. D'accord ? Donc, dans le cas où l'environnement, la raideur du substrat, pensant maintenant à des cellules qui en fait feraient une marche aléatoire en une dimension avec ces barrières réfléchissantes qui correspondent, ou semi-réfléchissantes qui correspondent en fait aux occasions qui est données à la cellule de finalement de réorienter aléatoirement sa marche.
à ce moment-là, on voit bien que la simple régulation d'une variable scalaire sans mémoire, je précise sous les termes, sans mémoire, de ces cellules, empêche les cellules de remonter le gradient. Alors la suite de l'article montre qu'effectivement, maintenant si on donne aux cellules une mémoire temporelle, effectivement, elles résolvent le problème et c'est le chimiotactisme des bactéries. Donc finalement, la force de cet article, c'est d'avoir étudié, d'abord d'avoir répondu à une objection. À l'époque, c'était un débat assez important dans les premiers temps du chimiotactisme. Est-ce que la variable, est-ce que le chimiotactisme opère par une régulation du temps de persistance sans mémoire, ou bien est-ce qu'il y a besoin d'un décodage temporel avec mémoire? La réponse ici est claire, ça ne marche pas autrement que si on a une mémoire temporelle. Alors, étant donné la question qui a été posée tout à l'heure par Jean-François Eugénie sur la mémoire dans le cas des simulations du modèle précédent, c'est peut-être l'élément qui pourrait effectivement résoudre la contradiction, et honnêtement je ne sais plus dans l'article de façon définitive si jamais une mémoire est introduite, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder. En tout cas, on voit ici que la régulation du temps de persistance ne va pas sans condition donner la capacité aux cellules de remonter un gradient. D'accord? Donc ici, un certain nombre de clarifications à opérer. Si jamais il s'avère que dans les simulations faites précédemment, il y a une mémoire cachée elle n'était pas présentée de façon explicite, à ce moment-là, ça permet peut-être de résoudre le problème, mais je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, un exemple où je ne prétends pas résoudre le problème, mais simplement exposer un problème dans le contexte de détection de la rigidité du substrat par le durotactisme. Et je souligne ici l'importance, justement, de raisonner en comparant les stratégies, même si le contexte est complètement différent. On peut être une bactérie qui nage et une cellule qui avance sur un substrat. Raisonner de façon très générique en termes de marche aléatoire persistante, biaisée par l'environnement, par une variable, est en fait un point en fait, de comparaison intéressant, comme je l'avais conclu dans mes cours l'an dernier pour la marche et la nage individuelle. Donc, une question de Jean-François Eugénie, j'écoute. C'est pour la durotaxie, qu'est-ce que doit mesurer la cellule? Elle mesure directement le milieu plastique, ou elle mesure une déformation, elle mesure une contrainte? Alors, on va revenir dans le modèle. Alors, la question de Jean-François Eugénie, c'est est-ce que la cellule mesure une contrainte ou une déformation du substrat ou le module directement? Je pense que sur la base des données expérimentales, quand est caractérisée, il semble que la déformation du substrat soit en tout cas la variable qui soit le plus considérée. Mais je ne considère pas que les données sont parfaitement résolues. On peut voir que on peut mesurer la déformation du substrat, et c'est ce qu'on va voir dans le cas de la durotaxie collective. Donc finalement, maintenant, on est parti de la cellule individuelle, et à partir de maintenant, de cette heure, de cette minute, de cette seconde, on ne va raisonner qu'en termes collectifs, mais c'était essentiel de partir de ce qu'une cellule peut faire individuellement pour voir ce qui se passe maintenant à l'échelle collective. Pourquoi? Parce que comme j'ai présenté dans mon cours d'introduction, à certains égards, on peut considérer un cluster, un ensemble de cellules comme une supracellule, qui va opérer le même type de décision. C'est une lecture de son environnement de façon macroscopique, en définissant un arrière, un avant, de se polariser, et à partir de là, de détecter les variables de son environnement. Alors, un article important à démontrer maintenant à l'échelle, parce que les gens en fait, qui étudient au début la durotaxie, la critique qui était formulée, c'est d'accord, les cellules peuvent être durotactiques, mais ça sera dans les gradients de raideur qui sont tellement importants en fait, qu'il y a très peu de chances que ce soit physiologiquement possible. Alors les gradients, c'était de l'ordre de quelques kilopascals, entre 1 et 4 kilopascals par 100 microns, dans les données expérimentales que j'ai pu voir. On va regarder ici un gradient qui est de l'ordre de 22 kilopascals pour 450 microns. Bon, en gros, c'est le même type de raideur du gradient. Hein. C'est en gros les mêmes gradients que ceux que j'avais montrés dans l'article de départ. Néanmoins, dans cette étude, toutes choses égales par ailleurs, face à un gradient dont on va voir qu'il permet une durotaxie collective, il n'y a pas de durotaxie individuelle. Comme quoi, ça dépend vraiment des types cellulaires. D'accord ? Donc on ne peut pas extrapoler les données quantitatives d'une étude à l'autre si les modèles cellulaires sont différents, ce qui ne surprend absolument pas, ce qui ne peut absolument pas surprendre. Alors ici on est dans un dispositif expérimental où on met des cellules à confluence, donc à forte densité, des cellules épithéliales qui ont des adhésions intercellulaires comme on va le voir, et donc c'est une monocouche épithéliale et qui au point de départ sont donc globalement confinées dans une région particulière, mais
qu'après on va laisser en fait se déplacer comme elles le veulent. D'abord dans un gradient, dans une matrice sur une matrice relativement souple, 6,6 kPa, et uniforme. En bas, on aura par comparaison un gradient où on va de 6 kPa jusqu'à quelques dizaines de kilopascals. Et vous allez voir donc la distribution dans ce film. Alors à droite, en haut, on voit donc une distribution uniforme du front de déplacement à gauche et à droite, alors qu'en bas, on voit bien que, oui, les cellules vont aussi se déplacer vers la partie basse du gradient. Elles n'ont qu'une raison de refuser d'ailleurs, mais par contre, elles vont avoir un déplacement plus rapide vers la droite. On a donc une dissymétrie. Donc ici, on a le tracking des cellules qui permet de suivre leur déplacement. Et on a ici un kymographe, c'est-à-dire en fonction du temps, la distribution progressive, donc au temps 0 et au temps plus important, avec un code de couleur qui voit les déplacements vers la gauche et vers la droite. Et on voit ici la distribution angulaire des déplacements qui quantifie bien ce que vous avez vu ici. Donc ici, on a clairement, de façon macroscopique, les cellules sont capables d'avoir une réponse collective. Alors, ont-elles une réponse collective ou y a-t-il un groupe? Les possibilités seraient que ces cellules juste à l'avant, de façon individuelle, détectent un gradient, elles avancent et elles entraînent leurs copines derrière. Ça serait une possibilité. L'autre possibilité, c'est que ce soit une réponse collective, dans laquelle il n'y a pas de leader proprement dit. Vous vous souvenez que dans mon cours d'introduction, j'avais présenté le cas possible en fait, d'un leader, en gros de cellules individualisées qui entraîneraient leurs voisines, ou le cas d'une réponse collective. On va voir dans cette étude qu'il s'agit bien d'une réponse collective. Alors, dans ce contexte expérimental, la motilité cellulaire individuelle est aléatoire. Il n'y a pas d'évidence de manifestation d'urotactisme. Sur le même gradient, on voit ici que l'index tactique est nul, et effectivement, on ne voit pas dans la distribution angulaire autre chose qu'une marche aléatoire des cellules. D'accord ? Sur ce même gradient, j'avais montré des données expérimentales où d'autres cellules arrivaient parfaitement à répondre. Donc, il s'agit donc d'un type cellulaire particulier qui montre la différence. Mais la surface d'adhésion des cellules, elle doit varier. La surface d'adhésion des cellules varie, à voir, ce n'est pas caractérisé dans l'étude. Voilà, c'est pas caractérisé dans l'étude, ce n'est pas évident qu'elles sont différentes. Ces cellules ici font quelques dizaines de microns, moins de 100 microns, j'ai l'impression. Donc, j'ai fait le calcul pour comparer. Le gradient n'est pas différent de plus qu'un facteur 2 entre l'un et l'autre, donc je pense qu'en fait on est dans les mêmes ordres de grandeur que dans l'étude dont j'avais parlé au début. Alors finalement ici, comment est-ce qu'on génère une réponse de ce groupe de cellules? Encore une fois, il peut y avoir un leader ici qui répond de façon individuelle, mais on peut en douter étant donné qu'individuellement les cellules n'ont pas de réponse tactique. Donc on se dirige plutôt vers un modèle où c'est collectivement une décision prise par les cellules. Comment le font-elles? Alors rappelons-nous que donc au milieu, on a une monocouche épithéliale où les cellules sont maintenues par des adhésions cadérines dépendantes. On retrouve la même idée que ce qu'on a vu pour les intégrines, c'est-à-dire des engagements moléculaires de surface stabilisés, renforcés par des couplages avec l'actine, avec une mécanosensibilité. Donc vous voyez, cadérine, on a encore ce sandwich de molécules qui se couplent à l'actine. En gros, les couleurs sont différentes, les noms des molécules sont différentes. Il y a des différences, je ne veux pas dire que tout est identique à ce qui se passe pour l'intégrine, mais globalement, ce qui se passe, c'est que sous tension, c'est-à-dire sur les forces normales par rapport à l'interface, il y a renforcement des adhésions cadérines dépendantes. Et donc, je vous renvoie donc à ce cours il y a quelques années où j'avais parlé plus en détail de ce type d'adhésion. Donc, ayant ça à l'esprit, une expérience simple consiste en fait à modifier ou en tout cas à perturber l'assemblage de ces liaisons cadérines dépendantes en mutant en fait un composant clé qui est alpha-catéline. On a ici des cellules qui perdent leur adhésion, mais néanmoins qui sont à forte densité. Et on voit bien que dans ce film à droite, les cellules se mettent à avoir un mouvement aléatoire. Il ne s'agit pas de cellules dispersées, elles se touchent. Elles ne sont pas adhésives, mais elles se touchent. Et comme on va le voir plus tard, le fait de pouvoir se toucher, donc de modifier ce mouvement, de même réfléchir l'une par rapport à l'autre, pourrait générer peut-être un comportement particulier qui biaiserait sa marche. En tout cas, ici, on n'a plus d'urotaxie collective, donc on a besoin des points de l'adhésion intercellulaire. Alors, si on regarde maintenant de façon plus quantitative, les forces de traction, on voit déjà un point de réponse à une question qui a été formulée sur qu'est-ce qui est modifié en fait dans un gradient de raideur du substrat. Est-ce les forces de traction? Est-ce la déformation de la matrice? Alors ici, on peut, dans ces expériences, dans un gradient, comme dans les conditions contrôle de raideur uniforme, regarder d'abord les forces de traction sur le substrat, moyennées,
Et regardez la déformation du substrat que l'on peut voir ici. Alors, dans le cas d'un gradient de raideur, on voit bien que la déformation du substrat est beaucoup plus faible dans les parties plus raides que dans les parties plus souples. Donc, à l'échelle du cluster de l'ensemble, là, on voit un gradient de déformation de la matrice qui est orienté et qui correspond donc à cette hypothèse où ce qui compte, c'est peut-être la déformation du substrat de façon centrale. Les forces de tension au sein du tissu sont positives, sont détectables. Elles viennent en fait des adhésions cadérines dépendantes qui montrent bien en fait que l'ensemble du tissu épithélial est un tissu cohésif où en fait les cellules sont tenues par des forces de tension importantes les unes par rapport aux autres. Mais ce qui compte vraiment, c'est en tout cas le seul index asymétrique que l'on voit à l'échelle collective des cellules, c'est la déformation asymétrique du substrat. D'accord ? On le voit aussi dans les chymographes, qui est une évolution au cours du temps de ces données. Voilà. Donc, le modèle qui est proposé par ces auteurs, c'est un modèle qui reproduit à l'échelle macroscopique ce qui a été vu, grosso modo, à l'échelle individuelle. On va dire qu'on en a un couplage mécanique avec entre toutes les cellules par l'intermédiaire des jonctions cadérines dépendantes, qui permet de relier mécaniquement l'arrière et l'avant du cluster. Mais on peut penser ça comme l'arrière et l'avant de la cellule. On a des points d'adhésion focale qui sont ici tels que, comme la raideur est plus importante ici que là, à l'avant qu'à l'arrière, on va avoir une déformation du substrat plus faible que ici, et donc de façon collective, le déplacement net du centre de gravité du cluster va être déplacé vers la droite. On incorpore ici toutes les données que l'on a vues, et c'est des modèles qui ont déjà même été faits à l'échelle individuelle. Il n'y a rien de vraiment nouveau. La description biologique sous-jacente est plus complexe, mais du point de vue de la mécanique, c'était exactement équivalent à un modèle de déplacement d'une cellule individuelle. Alors il y a un certain nombre de prédictions du modèle, justement en raison du fait que ce qui compte, c'est le déplacement de la matrice, de sa déformation, et qui sont testées, et qu'on va voir qu'elles sont prédites par le modèle et qui sont testées expérimentalement. À savoir que ce qui compte, c'est que la durotaxie augmente dès lors que la déformation du substrat, c'est la différence entre l'avant et l'arrière du cluster, donc la déformation, augmente avec la durotaxie augmente si cette différence de déformation entre l'avant et l'arrière augmente. Et donc ça va se passer si on a un gradient de raideur plus important. Donc voyons ici le cas où alors les auteurs regardent comme index durotactique le déplacement du centre de masse du cluster. Donc plus on est vers le haut, plus on a un tactisme, un durotactisme. Et l'on voit que dans un gel uniforme, il n'y a pas de tactisme. Et si on augmente la raideur du gradient de chimiotactisme, on augmente la durotaxie. L'autre prédiction, c'est que si maintenant, ce qui compte, c'est la différence de déplacement, si l'on met globalement dans un gel plus raide, eh ben, la différence va être plus faible. Donc on n'est pas surpris par le fait que les courbes descendent alors que l'on augmente la densité, la raideur moyenne de l'environnement dans lequel les cellules sont présentées à gradient égal. Donc ça, ce sont les prédictions du modèle. Et les données expérimentales ont qualitativement, en tout cas, une évolution à peu près équivalente, où en fait on a une dépendance à la force du gradient, et deuxièmement une baisse du tactisme, alors que l'on déplace globalement les cellules dans un environnement de raideur plus importante. Parce que la matrice à déformer, il va être difficile à la cellule de déformer, ou au groupe de cellules de déformer la matrice, parce que simplement la valeur moyenne de la raideur est plus importante. Donc là, une prédiction du modèle qui est assez bien testée confirmée par les données expérimentales, et qui donc semble indiquer qu'effectivement, ce qui compterait, ça serait vraiment le déplacement de la matrice. C'est pas évident pour prendre le signe, parce que si on fait la différence des déplacements, ça devrait aller dans l'autre sens. Donc le signe... Je pense pas. On peut en discuter après coup, mais je ne crois pas en fait même. Donc, parce que comme on le voit très bien dans le schéma, si jamais on a une raideur, une déformation, enfin on le voit très bien ici, donc la question, si on a un déplacement plus important ici que là, bah, le centre de masse, sauf si on a des déformations au sein du cluster où on aurait une perte de cette information, mais en considérant que les cellules globalement transmettent de façon active, mais sans modification de leur forme, à ce moment-là, ce qui se passe aux frontières est transmis sur le collectif. Donc moi, ça me semble assez cohérent. Mais on pourrait imaginer, en revanche, des cas particuliers où si effectivement les cellules, les couplages mécaniques entre cellules étaient tels que sous tension, elles modifient leur longueur moyenne, qu'elles aient une déformation visqueuse, par exemple, particulière, à ce moment-là, ça ne marcherait plus. En fait, on considère implicitement que le centre est un matériau qui est élastique,
Je pense que si jamais on avait un matériau viscoélastique où sous tension, en fait, la longueur de référence de la cellule devienne plus grande, en ce sens, je parle d'aspect dissipatif, de viscosité, à ce moment-là, effectivement, on aurait un comportement moyen du cluster qui serait différent. Donc il est nécessaire, pour que cela marche, que l'on considère que les cellules au milieu soient en gros dans un matériau élastique avec une longueur de référence. Ce qui est globalement colle assez bien avec ce que l'on connaît des cellules épithéliales, qui, si on les déforme, en fait, ne vont pas elles vont généralement, au temps qui nous importe, se comporter comme des matériaux élastiques et pas viscoélastiques. Bon, j'aimerais avancer. Donc on conclut ici en disant que finalement, collectivement, les cellules se comportent comme une grosse cellule qui a un avant, un arrière. Il y a une brisure de symétrie qui vient de la lecture du gradient. Et au centre, on a un matériau élastique qui en fait couple l'avant et l'arrière de la cellule. En gros, comme une cellule, mais plus grande. Alors, l'idée qui donc, à un sens, ce papier a rassuré les gens qui croyaient au durotactisme en disant non, ce n'est pas un artefact de cellules in vitro qui sont sur des gradients très raides. Effectivement, c'est peut-être une réponse collective des cellules, et donc peut-être que le durotactisme est vraiment important dans les aspects collectifs. Donc, ce que l'on va voir maintenant, c'est maintenant des tests in vivo, c'est-à-dire voir est-ce que in vivo, dans les cas concrets physiologiques, est-ce que le durotactisme fonctionne ou non. Et on va voir que oui. Alors, du coup, là, j'engage aussi une autre approche du problème dans laquelle, finalement, on a vu le durotactisme, on avait vu le chimiotactisme l'an dernier, et étant donné que les phénomènes sont souvent imbriqués in vivo, ils ne sont pas aussi simples qu'on les étudie in vitro, on va maintenant, je vais procéder par étude de cas. On va avoir 3 grandes études de cas, 1 aujourd'hui et 2 la prochaine fois, qui permettent de voir les aspects collectifs dans l'environnement physiologique, et de voir au cours du développement comment effectivement les cellules collectivement peuvent répondre de façon durotactique et ou chimiotactique. Donc aujourd'hui, on va parler des crêtes neurales. Donc en fait, le cas que l'on considère, c'est effectivement le groupe de cellules fait une réponse collective, orientée. Alors les crêtes neurales, en fait, c'est une invention des vertébrés. C'est une sous-population de cellules aux marges du tissu neural, avec l'ectoderme en bleu, donc on a le tissu neural en violet, les cellules qui vont former ces crêtes neurales en vert. On a une déformation du tube neural, qui va donc former du tissu présomptif du tube neural, qui va former ce tube. Donc ici, vous avez le tube neural. Et la partie dorsale, la partie en haut en vert, de ces cellules qui sont les précurseurs des crêtes neurales, vont connaître cette évolution où, en fait, au début, ce sont des cellules épithéliales, qui sont comme les cellules du tube neural, mais qui, à un temps du développement très caractéristique, vont perdre leur structure épithéliales, elles vont avoir une transformation épithélium-mésenchyme, et elles vont former des agrégats qui collectivement en fait, vont se déplacer. Ces cellules des crêtes neurales physiologiquement sont très importantes parce qu'elles sont les précurseurs de tissus variés dans la phase, donc surtout dans la partie avant d'un vertébré. Elles vont générer les cartilages crâno-faciaux, les os, les muscles lisses également dans les parties plus postérieures, des neurones de différents types et même des cellules gliales. Donc en fait, ce sont des tissus assez importants. Si jamais vous avez une maladie de déplacement des crêtes neurales, ça donne des choses pas forcément très agréables. En tout cas, vous voyez ici leur déplacement latéral, donc voyons l'animal sur le côté, on voit effectivement cette évolution d'une population de cellules qui certes perdent leur structure épithéliale, mais qui ont tendance à migrer de façon collective néanmoins. Alors si on regarde maintenant un embryon de xénope, dans lequel on a marqué ces crêtes neurales avec la fluorescence de la GFP, on peut voir en vue dorsale ou en vue latérale, effectivement ce mouvement dispersif à partir du tube neural qui est ici, vers les parties latérales, d'accord, et qui, quand on le regarde de côté, correspondent en fait à ces langues ou cette extension, donc de la partie dorsale vers la partie ventrale, vous voyez ici, comme un fluide qui coule vers la partie ventrale. Il s'agit de la migration collective de ces crêtes neurales. Donc c'est ça que l'on va étudier dans les articles que je vais vous présenter maintenant. C'est qu'est-ce qui guide en fait le déplacement de ces cellules. Alors, je vais présenter 3 articles qui présentent la motilité de ces cellules de crêtes neurales. Donc on peut voir ici en vert ces cellules de crêtes neurales qui se déplacent conjointement ici avec un autre tissu qui est une placode qui en fait correspond à une population de cellules qui vont contribuer aux organes sensoriels. Mais, le point important, c'est de voir qu'elles migrent ensemble. Les expériences ont recours à des études in vivo et à des études ex vivo ou in vitro où on étudie le potentiel de ces cellules. Les cellules des crêtes neurales toutes seules, in vitro, vont avoir tendance à un déplacement dispersif aléatoire. Si on prend les cellules de la placode en rouge, elles ne vont rien faire. Elles n'ont aucun déplacement individuel.
Mais ce qui est remarquable, c'est que si on les couple, si on les associe in vitro, on voit maintenant un cas particulier où l'ensemble, les deux clusters, vont avoir un comportement balistique, où ils vont se déplacer ici vers la droite. Si maintenant on mute dans les crêtes neurales un récepteur à une molécule de chimiotactisme, SDF1, une molécule qui est en gros capable de créer du chimiotactisme, à ce moment-là, on perd en fait ce comportement balistique de deux populations de cellules. Donc ça suggère que derrière ça, il y a au moins un petit peu de chimiotactisme qui génère le mouvement collectif de ces deux populations de cellules. Alors si l'on regarde dans ces cultures ex vivo, cette placode, d'accord, on observe que de façon isolée, donc elle n'a pas de mouvement balistique, hein, elle ne fait rien, et le fait que les forces de traction sur la matrice dans laquelle elle est située sont globalement uniformes, on n'a pas de brisure de symétrie. Si par contre on associe les crêtes neurales à cette placode, à ce moment-là il y a une brisure de symétrie des forces de traction que la placode exerce sur son environnement. Donc en fait, tout d'un coup, la présence des crêtes neurales brise la symétrie des cellules de la placode. Et ça, c'est associé au comportement collectif de la paire de tissus. C'est associé donc à l'interface entre les cellules vertes et les cellules rouges, entre crête neurale et placode. On a le développement transitoire au contact d'adhésions N-cadérine dépendantes. On retrouve toutes les molécules qui forment une adhésion, cadérine, caténine, etc. Et maintenant, si l'on regarde plus précisément les protrusions de ces cellules en verte ou en rouge, donc le code de couleur va être cohérent pendant les différentes présentations, la durée des protrusions correspond en fait à un index en fait, de motilité. Hein. Lorsque les deux clusters sont séparés, on a de la motilité en avant, sur les côtés du cluster de cellules des crêtes neurales. D'accord ? Mais le point qui est important, c'est que si jamais, donc ici, la raison pour laquelle on a une protrusion plus importante, c'est qu'effectivement, il y a un chimiotactisme qui vient des cellules en rouge, en fait, qui sécrètent SDF1 et qui donc attire, on va le voir plus tard, ce groupe de cellules. Et donc c'est pour ça qu'on a des protrusions plus importantes ici que sur les côtés. D'accord ? Si jamais on commence à regarder maintenant le point de contact, lorsque le cluster vert a rejoint le cluster rouge, on perd les protrusions. Et c'est vrai aussi pour les cellules de la placode. Donc en fait, on a des cellules qui ont une polarisation de leur protrusion vers la placode, et dès qu'il y a contact, il y a perte de cette motilité. Donc là, ça ressemble à l'idée que rouge attire vert, et quand la paire est associée, ici on inhibe la motilité, et il y a quelque chose qui s'apparente à une brisure de symétrie collective qui permet le mouvement vers le bas. Alors justement, ceci nous amène à une notion qui était assez ancienne. Ici un article du même Abercrombie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ici, en 1952, si j'arrive à bien lire, a publié un article qui met en évidence le fait que, en fonction du nombre moyen de contact entre cellules voisines, la vitesse moyenne des cellules baisse. C'est-à-dire en gros que les cellules, et on avait parlé pour d'autres raisons, le contact en fait a tendance à inhiber la motilité cellulaire parce que adhésion à certains égards et motilité peuvent être de façon très grossière opposés l'un à l'autre. Alors justement, si on regarde maintenant individuellement le contact et la balistique, la trajectoire des cellules qui se contactent, maintenant ce sont les cellules individuelles que je montre en vert et en rouge. Bon, en fait, les cellules vont en gros se réfléchir l'une par rapport à l'autre lorsqu'elles sont en contact l'une de l'autre. Et si on inhibe la formation d'adhésion N-cadérine dépendante, celle-là même qu'on a vu qui se forme à l'interface, en fait, les cellules sont contentes l'une avec l'autre et ne vont plus en fait, se réfléchir l'une par rapport à l'autre. Donc en gros, collision, réflexion lorsqu'on a une adhésion N-cadérine dépendante et sinon adhésion. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle des cellules et donc à l'échelle collective. Alors que dans les conditions de contrôle, on a bien ce mouvement balistique de l'ensemble des deux populations de cellules, où la placode entraîne les cellules vertes de la crête neurale. Lorsque l'on inhibe par un anticorps dirigé contre la N-cadérine, à ce moment-là, les deux populations de cellules restent en association l'une de l'autre et elles ne se déplacent plus. D'accord ? Donc le point important, c'est que cette motilité néanmoins repose sur la production de SDF1, donc la molécule chimiotactique, dans la population des placodes. Ici, pour le montrer, on prend deux populations de cellules crête neurale, vertes et rouges. Si on ne fait rien, il n'y a pas à avoir de motilité collective. Si en revanche, on exprime SDF1 dans la population verte, elles vont attirer les cellules rouges, il va y avoir une inhibition de contact à l'interface, et donc collectivement, les cellules vont se diriger vers la droite. Donc le modèle proposé,
c'est quelque chose qui consiste à dire que les cellules de la placode, d'accord, vont attirer par SDF1 les cellules des crêtes neurales, et dès lors qu'un contact s'établit entre ces deux populations de cellules, il y a une brisure de symétrie du cluster, parce qu'à l'arrière, il y a une inhibition de l'activité protrusive, alors qu'elle est maintenue à l'avant. Et comme donc les contacts sont transitoires, en fait, le maintien des contacts entre cette population permet de briser la symétrie de la placode, qui va donc entraîner la population de cellules vertes. D'où ce modèle qualitatif, en tout cas, qui permet de donner un peu l'idée de ce qui se passe à cette interface entre les deux cellules. Il y a donc un couplage entre les deux populations de cellules. Et cette inhibition se passe par l'inhibition de l'activité RAC. Ça, c'est assez logique. Donc ça, c'est une première façon de voir les choses. Le mouvement collectif de cellules des crêtes neurales doit se penser comme résultant de l'interaction entre deux populations de cellules, où là, on a une brisure de symétrie en raison de l'interaction entre deux populations de cellules. Toutes seules, les cellules sont soit motiles pour les crêtes neurales, mais ne sont pas dirigées. Les autres ne bougent pas. Ensemble, elles adoptent un comportement orienté parce qu'il y a brisure de symétrie en raison de l'interaction mécanique entre les deux populations de cellules. Ici, le seul élément dont on a parlé, c'est chimiotactisme. Mais on va voir maintenant qu'il y a du durotactisme caché dedans. Alors, effectivement, revoyons le contexte natif de ces cellules. En verte, les cellules des crêtes, en bleu, les cellules des crêtes neurales, qui vont donc se frayer un chemin entre l'ectoderme en gris et le mésoderme en violet. Et donc, elles vont avoir ce déplacement migratoire. Alors, il y a un stade plus précoce du développement où, en fait, elles ne sont pas encore capables de se déplacer. Et donc, les expériences consistent à faire des greffes. On va prendre des cellules des crêtes neurales à un certain stade et les greffer sur un hôte qui est à différents stades du développement. Alors, c'est d'ailleurs ce processus de greffe des crêtes neurales est une des choses qu'a découverte Nicole Ledouarin, qui, vous le savez peut-être, a été professeur au Collège de France, est une très grande biologiste française, que je salue au passage chez les coups de secours, qui en fait a notamment inventé un dispositif expérimental de greffe de cellules des crêtes neurales de la caille vers la poule et qui permet de tracer ces cellules dans leur hôte et donc de découvrir toutes les potentialités de ces cellules, leur lignage, leur devenir. Et donc il y a un impact très important de biologie du développement. Donc ici, dans le lignage, ou dans la lignée, ou dans la descendance, en tout cas expérimentale, de Nicole Ledouarin, ici on peut faire une greffe qui permet de voir ce qu'il advient de ces cellules. D'accord ? Et on voit que si jamais on fait une greffe à un stade, des cellules précoces mises dans un hôte un peu plus avancé, où normalement il y a une migration, on a bien donc une migration de ces cellules. Et effectivement, quel que soit le stade, alors si on le fait très précocement, il n'y a pas de migration. Donc il y a une espèce de compétence de l'hôte, il y a un certain stade où les cellules de crête neurale, même matures, parce qu'elles sont à un stade avancé, si on les met dans un hôte trop précoce, elles ne vont pas se déplacer. Donc ça indique qu'il y a quelque chose propre à l'environnement, à l'hôte, qui évolue au cours du temps, qui permet à un certain moment la migration. Et ce n'est pas quelque chose qui dépend de SDF1, parce que finalement, dans les deux cas, si on met ces cellules précoces ou tardives en présence d'une source de SDF1, elles vont répondre aussi bien l'une à l'autre. Donc là, ce n'est pas du chimiotactisme SDF1 indépendant qui mature au cours du temps, c'est autre chose. Et ce qui varie, c'est la raideur en fait, de l'environnement. On voit ici donc l'environnement natif, c'est le mésoderme. Le mésoderme, en fait, est cette couche violette sur lesquelles les cellules en fait, vont se frayer un chemin entre l'ectoderme et le mésoderme. Et dans les données expérimentales, on va utiliser une pointe de microscope à force atomique, une pointe AFM. Il y a donc une raideur que l'on peut... Enfin, ici, c'est l'élasticité en Pascal qui est mesurée. Elle augmente au cours du temps, d'une valeur faible au début jusqu'à une valeur 3 à 4 fois plus importante. Et les données expérimentales montrent que maintenant, des cellules qui ne sont pas capables de se... On a ici une comparaison en fait, d'une migration vers une source de SDF1 dans un environnement où la matrice est souple, où la matrice est raide. Donc là, dans des expériences in vitro, on voit ici que la raideur du substrat potentialise l'effet de la molécule chimiotactique. Donc en fait, on voit bien qu'on a deux variables qui jouent pour ces cellules. Les cellules sont chimiotactiques et capables de décoder l'environnement mécanique. J'ai souvent précisé le fait que les cellules n'ont pas de spécificité pour un mode de détection particulière. Elles sont potentiellement capables de détecter plusieurs variables de leur environnement, et là on en a une bonne illustration. Alors, expérimentalement, peut-on modifier la raideur de cet environnement mécanique pour voir si c'est effectivement une variable importante in vivo? Donc là, en fait, les auteurs recourent à une ablation
où en fait ils ablatent, ils créent une ablation avec un laser, parce qu'ils reposent sur l'idée que finalement la raideur d'un tissu, comme d'une matrice, expérimentalement souvent dépend de sa déformation qui elle-même résulte des contraintes qu'on lui applique. En gros, un matériau biologique, une matrice ou des cellules, dans certaines conditions, si on lui exerce une contrainte, le déplacement, la déformation qu'elle va subir à une certaine vitesse va générer en fait un raidissement du matériau. Donc reposant sur cette idée, ils se disent peut-être que finalement le mésoderme se raidit parce qu'il y a une déformation auquel il est subi. Donc coupons mécaniquement en faisant une césure dans ce tissu, peut-être que ça va en fait le rendre plus souple. C'est effectivement ce qu'ils observent expérimentalement. Et une greffe opérée ou plutôt une simple ablation, en fait, semble effectivement inhiber la migration cellulaire. Alors, toute expérience ici, on fait des ablations, ce n'est pas une opération mince expérimentalement, mais disons que si l'on compare les données ex vivo, in vitro, il y a une certaine cohérence dans les résultats. Ici, on peut même utiliser quelque chose de moins invasif qu'une ablation. Par exemple, une inhibition de la myosine 2, qui, étant donné qu'elle génère la tension actomyosine dépendante, est souvent associée en fait, à un raidissement d'un matériau. Et on voit que lorsqu'on inhibe myosine 2 par différentes techniques, effectivement, on migre aussi dans le mésoderme, donc dans le tissu qui nous intéresse. C'est là que la force de l'embryologie, c'est de pouvoir choisir le tissu cellulaire dans lequel on opère une modification en injectant les bonnes cellules avec les bons inhibiteurs. Et ici, on a une perte donc, de la motilité orientée des cellules des crêtes neurales. Alors encore mieux, là c'est presque un tour de force expérimental où en fait on inhibe la motilité cellulaire et on va re-raidir le tissu en lui apportant une pointe AFM. En gros, on va le déformer pendant un certain temps, à un stade où normalement les crêtes neurales ne devraient pas se migrer. Et là, on peut induire donc une migration de ces cellules dans ce contexte-là. Donc il semble qu'effectivement la raideur du mésoderme joue un rôle important et elle augmente au cours du temps. Alors cette raideur du mésoderme, elle augmente au cours du temps parce que, semble-t-il, en fait, la densité de cellules augmente. La densité de cellules du mésoderme augmente parce qu'il y a des phénomènes de convergence de cellules qui vont augmenter localement la densité du tissu. On voit ici l'augmentation du nombre de cellules par micron carré. Et ce que l'on peut faire, c'est maintenant modifier par des approches génétiques, empêcher ce mouvement de convergence des cellules qui sont nécessaires pour augmenter la densité du tissu. Et lorsque l'on fait, la raideur de ce mésoderme est baissée lorsqu'on le mesure par AFM, et en fait la motilité des cellules, des crêtes neurales, est également modifiée. D'accord ? Donc finalement, le mésoderme augmente naturellement sa raideur parce qu'il répond ou connaît en fait une déformation par phénomène de convergence de cellules qui augmente sa densité. Et on peut, dans ces conditions où la convergence du mésoderme est altérée, où il n'y a donc pas de raidissement naturel du mésoderme, on peut rescuer, c'est-à-dire restaurer la motilité des crêtes neurales, si maintenant on le rend plus raide en le déformation mécaniquement par une pointe AFM. Encore une fois, c'est un peu une expérience, c'est sans doute pas la première expérience que les auteurs ont faite, mais c'est une expérience qu'ils ont faite pour se convaincre que ce n'était pas simplement une variable nécessaire, une variable sans doute suffisante pour en tout cas restaurer un comportement migratoire. Donc finalement, le modèle qu'on retire de cela, c'est qu'il y a certes un phénomène de chimiotactisme entre placodes et cellules crêtes neurales, dont on avait parlé, mais il y a également un environnement mécanique qui joue un rôle important, la raideur du substrat, en fait, qui évolue au cours du temps, en raison des phénomènes de convergence-extension. Donc convergence, ça fait qu'au début, on a une fine couche de cellules peu dense, et petit à petit, on a un matériau plus épais, plus dense, qui a une raideur plus importante, et ça, les cellules sont capables de le détecter. Alors là, on est loin de dire qu'il y a un gradient de chimiotactisme, un gradient de raideur, donc un véritable durotactisme. On pourrait simplement dire qu'on a une matrice plus dure et que les cellules préfèrent une matrice plus dure pour se déplacer. On l'a vu pour les cellules individuelles, collectivement, elles le feraient. D'accord ? Donc on va aller plus loin en voyant maintenant une dernière papier dans lequel, effectivement, on montre qu'il y a un gradient de raideur. Alors on revient en fait au couple cellules de crête neurale, cellules des placodes. Les couleurs ont changé, mais c'est le même principe. On a en tête l'environnement mécanique que l'on vient de voir. Et ce que les auteurs maintenant caractérisent, donc c'est un article plus récent, en 2021, en utilisant encore leur pointe AFM, ils peuvent en fait cartographier la raideur du substrat, la raideur dans l'environnement que les cellules explorent. Et on voit ici qu'au début, au stade avant la migration, en fait il n'y a pas de distribution spatiale particulière de la raideur qui est à peu près uniforme. En revanche, à ce stade suivant, on voit clairement que la raideur de l'environnement est plus importante. On a un gradient où en fait proche des crêtes neurales c'est souple et plus loin c'est plus raide.
Et ce gradient, en plus, se déplace vers la partie ventrale au fur et à mesure où les cellules avancent. Comme si les cellules crêtes neurales génèrent un gradient de raideur, qui, alors qu'elles se déplacent, elles font reculer. Donc, rappelons-nous, dans le chimiotactisme, les cellules étaient capables de générer leur propre gradient de concentration d'un chimiotractant en détruisant, en inhibant par différents mécanismes cellulaires la molécule chimiotactique. Elles sont capables de l'endociter, de le dégrader, et donc on avait cette espèce de gradient de concentration d'une molécule autogénérée par les cellules. Ici, on a, en tout cas au niveau de l'hypothèse, un gradient de raideur qui se déplace avec les cellules et, comme on va le voir, en partie contrôlé par les cellules elles-mêmes. Donc un phénomène auto-organisé qui a quelques similitudes avec ce qu'on avait vu pour le chimiotactisme. Alors, ici, encore une fois, pour tester la validité de cette hypothèse, les auteurs peuvent en fait maintenant faire une greffe de cellules de crête neurale vers la partie plus ventrale. Et là, on a inversion du gradient de raideur, où en fait les cellules, les crêtes neurales sont en bas, et c'est plus souple ici et plus raide en partie plus dorsale. Donc là, ça semble montrer que c'est effectivement bien les crêtes neurales qui génèrent ce gradient de raideur, il n'est pas simplement une donnée de l'environnement. Et cela, ça dépend de l'adhésion cadérine dépendante, N-cadérine dépendante, donc de ce qui est au cœur de l'interface entre ces deux populations de cellules, parce que lorsque l'on inhibe N-cadérine, on n'a plus ce gradient de raideur dans l'environnement des cellules. Alors, on a ici, donc, pour bien positionner les choses, les cellules des crêtes neurales en rose, les cellules de la placode en bleu, et de façon adjacente, un tissu, l'ectoderme, en bleu. En fait, l'hypothèse que formulent les auteurs, c'est de dire que le tissu de l'ectoderme tire sur les cellules de la placode, leur confère donc une certaine élasticité, et les cellules des crêtes neurales inhibent également cette raideur par l'intermédiaire d'une adhésion cadérine dépendante. Donc, les expériences consistent à ablater l'ectoderme pour réduire la raideur effective des cellules de la placode, et voyons ce que cela induit dans la migration des cellules de crête neurale. Donc, on a ici ces expériences. Si l'on a, dans les conditions contrôle, on a, en fonction de la distance, l'augmentation de la raideur, on annonce ce gradient. Et si jamais on inhibe l'ectoderme, en fait, la raideur est basse, elle demeure basse. On n'a plus de gradient, mais dans les parties basses, en fait. Ça veut dire donc que c'est bien l'ectoderme qui génère déjà une augmentation de la raideur des cellules de la placode. D'accord ? Donc on a deux phénomènes conjoints. L'ectoderme augmente la tension, ou la raideur de la placode, et au contact avec les crêtes neurales inhibent ça, et donc elles génèrent leur gradient. D'accord ? Donc on voit ici ces expériences où effectivement il n'y a plus de migration des crêtes neurales lorsqu'on a une ablation de l'ectoderme. Alors les auteurs vont plus loin en utilisant encore des graphes. Ils peuvent montrer donc des cellules qui sont fluorescentes lorsqu'on enlève l'ectoderme. Les cellules greffées qui normalement migrent ne vont plus migrer normalement. Donc on a bien une dépendance, l'ectoderme est nécessaire à ce phénomène. Alors maintenant on peut regarder les marqueurs moléculaires qui sont les signes en fait d'une espèce de brisure de symétrie collective des cellules de crête neurale. On avait vu dans le cours d'introduction que dans certains cas, effectivement, à l'échelle collective, on retrouve les asymétries moléculaires et mécaniques qui sont au cœur du déplacement collectif, du déplacement d'une cellule individuelle qu'on retrouve de façon macroscopique dans un cluster. Et on voit ici, effectivement, la distribution de la myosine 2, enfin ici de l'actine, et ici une quantification de la myosine 2 qui, dans les cas contrôle, n'a pas de biais de polarité, alors que pour le durotactisme ex vivo ou le chimiotactisme avec un gradient de STF1, on a bien une polarisation de myosine 2 qui est globalement plus à l'arrière qu'à l'avant de ces cellules. On peut regarder conjointement les molécules qui sont situées à l'avant d'un cluster, RAC1, sous sa forme active GTP, avec un senseur, et on voit effectivement que sans gradient de raideur, on n'a pas de polarité. En revanche, dans un gradient de raideur, on a l'avant du cluster qui a plus de RAC1 que l'arrière. D'accord ? Donc voilà les marqueurs de cette brisure de symétrie. Alors en fait, comme vous l'aviez déjà deviné, il y a bien une synergie entre le phénomène de chimiotactisme, dont on a vu l'importance tout à l'heure, dépendant de SDF1, et la durotaxie. D'accord ? Donc ici, on en voit la manifestation très claire lorsque l'on peut supprimer le rôle de SDF1. Donc SDF1, produit par la placode, on l'enlève, plus de migration des crêtes neurales. Si on rajoute une bille qui produit des SDF1, on restaure la migration. Tout est cohérent. Et si maintenant on ablate dans ce contexte l'ectoderme, donc ce qui génère la tension de la placode, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus de raideur dans l'environnement. Les cellules, certes, elles ont un gradient de SDF1, mais leur motilité est baissée. Donc on a bien un rôle des deux.
Et maintenant, pour voir non seulement si c'est nécessaire, mais si c'est suffisant, il y a une expérience où finalement on restaure un nouveau point de migration en rapportant les données dont on fait d'hypothèse qu'elles sont suffisantes pour générer le mouvement, dans la partie maintenant plus dorsale, où ici on apporte une bille de SDF1 qui tout seul n'est pas capable de générer, alors on va le voir, on apporte une bille de SDF1 et en plus on apporte une compression qui induit de la raideur dans le tissu et on peut voir le rôle de l'un et de l'autre. Alors dans le cas contrôle, il n'y a pas de migration ectopique vers la partie dorsale. Si l'on apporte simplement une contrainte mécanique, il n'y a pas non plus de migration dans ces conditions-là. Simplement SDF1 un tout petit peu. Par contre, lorsque l'on apporte les deux en même temps, on a un effet, semble-t-il, synergique qui induit une migration ectopique des crêtes neurales vers la partie où il y a à la fois une raideur, un raidissement du substrat et sans doute un gradient, et deuxièmement, une source chimiotactique. Voilà, les phénomènes sont quantifiés. On peut voir le tactisme des cellules qui, dans cette expérience, on est dans des expériences finalement ectopiques ici, et là on a le cas natif, où on voit en fait le déplacement des crêtes neurales vers la partie ventrale. Donc dans le cas où on apporte toutes les données à la fois mécaniques et chimiques, on a un index tactique qui est équivalent à ce qui se passe pour la migration naturelle des cellules des crêtes neurales vers la partie ventrale. On peut voir la même évolution de la vitesse qui augmente, et puis la polarité des cellules, et finalement leur déplacement. Donc tout est cohérent pour indiquer qu'il y a donc une synergie entre ces deux signaux qui, dans les conditions physiologiques, opèrent l'un parallèlement à l'autre. Et donc voilà le type de modèle où si l'on réunit tout ce dont je vous ai parlé, et on va conclure, on a donc ici un phénomène qui est bien sûr plus complexe que ce qu'on peut étudier in vitro, mais parce que l'on a bien étudié les choses in vitro, on sait au moins comment guider l'approche pour une étude dans un organisme entier. Et finalement, ce que l'organisme entier apporte, c'est finalement une validation physiologique, biologique de choses qui ont été étudiées in vitro. Donc on a bien besoin des deux types d'études. Et la migration de ces crêtes neurales, si importante pour le développement des vertébrés, nécessite en fait une interaction entre deux populations de cellules. Cette population de placodes n'est pas motile en elle-même. Elle le devient parce qu'il y a une interaction avec les crêtes neurales qui vont briser la symétrie du cluster de placodes. Et à ce moment-là, la brisure de symétrie engendre une dissymétrie macroscopique qui va permettre la motilité. Les cellules des crêtes neurales vont en interaction avec les cellules de la placode parce qu'elles sont attirées par elles par un gradient de SDF1 qui les attire, donc un chimiotactisme, et également un substrat qui, en raison de l'interaction, devient lui-même polarisé, orienté du point de vue de sa raideur, et qui lui aussi joue un rôle important pour guider les cellules des crêtes neurales. Donc on a donc des interactions dans les deux directions, où ces cellules-là attirent celles-ci, et une fois qu'elles sont en association, on a une brisure de symétrie qui permet à l'ensemble de ces déplacer de façon macroscopique. Donc on voit bien ici qu'il faut intégrer les deux échelles. On a bien des phénomènes qui se comprennent au niveau de la cellule individuelle, mais la brisure de symétrie générale ne peut s'expliquer que par une vision un peu macroscopique des interactions. Donc voilà ici le premier cas d'école, ou le cas d'étude, qui est celui des crêtes neurales. C'est un domaine extrêmement important de l'expérimentation et de la biologie, qui a lui-même attiré un intérêt important, parce que comme vous le savez, on l'avait vu en introduction, la migration collective est au cœur de phénomènes de métastase, de pas mal de phénomènes biologiques et pathologiques, et donc les crêtes neurales ont été vues comme un modèle d'étude physiologique, de quelque chose qui renseignera sur les mouvements collectifs dans les tumeurs, parce que dans un contexte tumoral, les cellules vont en gros réexploiter à leur propre compte, pour leur propre survie, des mécanismes qui existent déjà dans les conditions natives embryonnaires au cours du développement, pour permettre donc de se déplacer. Donc elles ne vont pas réinventer des mécanismes nouveaux, elles vont les réorienter au moment voulu pour elles. Voilà, et ici donc on a vu qui clôt le durotactisme, on l'a vu in vitro, on l'a vu à l'échelle individuelle, on l'a vu à l'échelle collective. On est bien dans un cas où il y a une brisure de symétrie globale des cellules. Et je précise que là, il n'y avait pas véritablement de cellules qui étaient, par construction, par prédéterminisme, des leaders. Il se trouve qu'il y a des cellules qui deviennent polarisées à l'avant du cluster et qui ne le sont pas à l'arrière, en raison des interactions entre deux populations de cellules. Mais elles ne le sont pas. C'est donc un système largement auto-organisé en raison de règles que l'on a vues. Voilà, donc je vous remercie. Et donc la prochaine fois, nous verrons deux autres cas d'études assez remarquables qui permettront de remettre dans un contexte physiologique les différents éléments que l'on a vus aujourd'hui et les cours précédents. Je vous remercie.